Donc, voici la suite. Et on va passer au cours, la suite du cours. Donc, cette suite de cours, c'est la cryptographie moderne, donc par opposition à la cryptographie classique. Donc, la cryptographie classique, c'était beaucoup plus l'alphabet, les lettres, etc. Et au fur et à mesure, on essayait de trouver des méthodes et des moyens qui permettent de chiffrer des caractères. Et donc, on chiffrait caractère par caractère, etc. Alors, dans la cryptographie moderne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous passez à une nouvelle technique. Donc, on a vu que parmi les choses qui étaient liées à la cryptographie classique, c'est qu'on chiffrait caractère par caractère. Et donc, il y avait des méthodes qui nous permettaient de casser les chiffres grâce aux caractéristiques et aux propriétés des langues. Et donc, ça nous permettait effectivement de casser les chiffres aussi facilement. Et de la même manière aussi, avec l'avènement de la machine, de l'ordinateur, on pouvait cacher les chiffres très facilement. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser ce qu'on appelle la force brute, donc faire tous les tests possibles. Et donc, grâce à la machine, ça, on peut toujours le faire en un clin d'œil. Il suffit d'écrire un programme, et donc c'est lui qui va nous faire tous les tests possibles, et on a le résultat. Là, pour éviter ça, et donc éviter toutes les caractéristiques des langues et autres, etc., donc, ce qui a été utilisé avec l'ordinateur, c'est d'utiliser un chiffrement moderne. Donc, qui dit chiffrement moderne, dit un chiffrement qui est utilisé par les machines. Alors, au lieu de chiffrer par caractère, on chiffre par bloc. Pourquoi? Parce que la représentation de l'information au niveau de l'ordinateur, elle est sous forme de bits. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de ne plus garder le caractère. Donc, garder un bloc, tu peux avoir un bloc de caractère. Donc, du coup, toutes les propriétés des langues vont disparaître. Donc là, on peut chiffrer n'importe quel type d'information, c'est-à-dire pas forcément des caractères. Tu peux chiffrer du son, tu peux chiffrer de la vidéo, tu peux chiffrer tout ce que tu veux comme information. Et donc, grâce à la représentation binaire, ça nous permettra de chiffrer par bloc. Et donc, en général, on a un système qui opère au niveau du bloc. Le bloc n'a pas forcément un sens, une sémantique. Donc, le bloc, ça peut être une suite de caractères, une suite de sons, une suite d'images, etc. Et ça nous permettra de faire ce chiffrement sur la base de blocs. Alors, dans le chiffrement moderne, vous avez deux classes ou deux catégories de chiffrement qui sont utilisées. Vous avez ce qu'on appelle le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Donc, le chiffrement symétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un algorithme de chiffrement, tu as un algorithme de déchiffrement, et il s'avère que la même clé qui est utilisée, je dirais, dans l'algorithme de chiffrement, ça va être utilisé, la même clé, donc utilisée dans l'algorithme de déchiffrement. C'est pour ça que ici, j'ai essayé de faire le même dessin, c'est-à-dire d'avoir la même clé qui est utilisée aussi bien en chiffrement qu'en déchiffrement. Et donc ça, c'est pour ça qu'on l'appelle symétrique. Ça veut dire que vous avez de la symétrie entre l'algorithme de chiffrement et de symétrie. Et de déchiffrement, c'est quoi? C'est que la même clé qui est utilisée de part et d'autre, aussi bien dans le processus de chiffrement que le processus de déchiffrement. Par contre, dans ce chiffrement, vous avez plusieurs exemples d'algorithmes qui ont été mis en œuvre. Le plus ancien, c'était le DES, qui est créé en 1970. Dans le temps, il a été promu au standard, comme standard, et ensuite on a pu déceler un certain nombre d'anomalies concernant ce chiffrement, donc il a été mis de côté, et c'est plutôt AES qui est devenu le vrai standard de ce mécanisme de chiffrement. Alors, ce mécanisme de chiffrement en général, aussi bien de DES que AES, il se base principalement, puisqu'on avait dit, on prend beaucoup plus les blocs de bits, et donc l'idée c'était beaucoup plus d'utiliser des méthodes qui manipulent principalement les bits. Alors avec les bits, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de la substitution, on peut faire de la transposition, comme on peut faire les deux à la fois. Et donc l'idée c'est quoi? Au lieu des caractères, vous avez un code binaire. Ce code binaire, il est découpé en blocs, donc d'une longueur donnée. En général, cette longueur, elle est en relation avec la clé. Et ensuite, chiffrer les blocs,
Donc, j'ai mis entre guillemets en additionnant bit à bit. Donc, cette opération, ce n'est pas une addition classique, mais c'est à vrai dire, ça peut être une substitution, ça peut être une transposition, etc. Donc, c'est ça le principe qui est utilisé avec la clé de chiffrement. Donc, on va faire cette opération un certain nombre de fois, ça veut dire que c'est itérer un certain nombre d'itérations. Donc, si vous prenez DES, etc., il fait ça pendant 16 itérations, etc., d'une manière cyclique, pour passer au bloc suivant, et ainsi de suite. Donc, il va traiter le bloc suivant de la même manière, jusqu'à arriver à la fin. Alors, le problème qui se pose avec le chiffrement symétrique, c'est quoi? C'est que quand il y a plusieurs utilisateurs, ça veut dire qu'on avait dit, pour chiffrer, on utilise une clé, mais pour déchiffrer, on doit utiliser la même clé. Ça veut dire quoi? Si vous avez cet utilisateur, l'utilisateur 1, qui a autour de lui 4 partenaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet utilisateur, il doit partager une clé secrète avec user 2. Il doit partager ça aussi avec user 3, user 4 et user 5. Et c'est valable pour les autres de la même manière aussi. Ça veut dire que à chaque fois que le nombre d'utilisateurs augmente, vous devez avoir autant de clés que d'utilisateurs avec qui vous allez communiquer. Et donc là, naturellement, ça devient très lourd à gérer, d'une part. D'autre part aussi, imaginez que y a, dans ce réseau-là, il va y avoir un nouveau partenaire. Si l'utilisateur 1 ne connaît pas ce partenaire, ben, tout simplement, il ne pourra jamais communiquer avec lui. Pourquoi? Parce que pour communiquer avec lui, il faudrait le connaître et pouvoir lui transmettre cette clé secrète pour pouvoir la partager. Et ça, c'est un peu l'handicap majeur qui est lié à cette technique de chiffrement symétrique. Alors, pour cela, les chercheurs ont créé un nouveau chiffrement qu'on appelle le chiffrement asymétrique. Donc, le chiffrement asymétrique, c'est quoi? C'est un chiffrement où vous avez un algorithme de chiffrement, vous allez chiffrer avec une clé, mais l'algorithme de déchiffrement, il ne va pas utiliser la même clé, il va utiliser une autre clé. Vous allez me dire qu'a priori, ça pose problème, parce qu'on chiffre avec une clé et on va déchiffrer avec une autre clé. Je vous dis qu'effectivement, mathématiquement, ça a été prouvé que je peux chiffrer avec une clé et je déchiffre avec une autre clé, naturellement. Et intuitivement, vous allez comprendre que la clé de chiffrement et la clé de déchiffrement ont une certaine relation entre elles, ce qui est logique. Alors, si je continue le raisonnement en disant, tiens, la clé de chiffrement et la clé de déchiffrement, ils ont une relation entre elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je connais une, je peux déduire l'autre. Mathématiquement, oui, mais d'une manière pratique, calculée avec ordinateur, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le facteur temps. Ça veut dire que vous devez mettre un temps qui est considérable pour pouvoir trouver la solution. Et donc ça, c'est un peu la force de ce chiffrement. Donc, et ça, c'est ce qui fait la différence entre l'informatique et les mathématiques. Dans les mathématiques, on vous dit qu'il y a toujours une relation entre X et Y, et donc à partir de X, vous pouvez toujours montrer l'existence de Y, mais en mathématiques, on ne vous montre jamais comment trouver justement ce Y et comment le calculer effectivement. Alors qu'en informatique, le besoin réel, c'est quoi? Si tu dis que Y existe, ben, tout le problème qui se pose en informatique, c'est comment calculer ce Y. Donc, si je n'arrive pas à le calculer, pour l'informatique, ça veut dire que ça n'existe pas. Et donc, ici, c'est ce qui a été utilisé dans ces méthodes, justement, de chiffrement. C'est que vous avez la clé de chiffrement qui peut être connue, publique, et la clé de déchiffrement qui peut être secrète. Et donc là, ce secret-là, il ne peut pas être divulgué automatiquement. Et c'est ça la force un peu de ces mécanismes de chiffrement. Alors, automatiquement, vous avez ce chiffrement qui a les caractéristiques suivantes. Donc, vous avez la clé publique. Donc, dans la figure, c'est ce qu'on a montré, la clé verticale. Et vous avez l'autre clé qui est la clé secrète. Et donc, automatiquement, quand vous connaissez la clé publique, vous ne pouvez pas déduire la clé secrète, c'est-à-dire d'une manière informatique. C'est vrai que d'une manière mathématique, il y a une relation entre les deux, mais d'une manière informatique, vous ne pouvez pas la calculer. Alors, automatiquement,
la relation qui existe entre les deux, c'est que quand vous faites le chiffrement, ensuite vous allez faire le déchiffrement, vous allez obtenir un message en clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus ou l'algorithme de chiffrement composé à l'algorithme de déchiffrement donne l'identité. Donc, automatiquement, vous obtenez le message qui est en clair. Alors, parmi ces algorithmes qui existent dans la littérature, il y a un algorithme qui est très connu, très utilisé. Il s'appelle RSA. Alors, RSA qui veut dire quoi? C'est le R de Rivest, S de Shamir et A de Adelman. Donc là, ils ont pris les premiers caractères de chaque nom. Et donc, ça a donné le nom de la méthode ou de l'algorithme. Donc, l'algorithme, il s'appelle RSA. Alors, comment il est fait, cet algorithme? Il est basé sur le calcul exponentiel modulaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire une exponentiation et ensuite, vous allez réduire un peu la quantité grâce au modulo. Donc, c'est ce qui est utilisé. Alors, la sécurité de ça, c'est quoi? Ça se base particulièrement sur la factorisation d'un nombre en ses facteurs premiers. Donc, mathématiques, vous avez un théorème mathématique qui permet de dire que chaque nombre peut être factorisé en un produit de facteurs premiers. Ça, c'est mathématiquement, c'est prouvé. Mais le problème, comment calculer ces facteurs premiers, c'est là où il y a la difficulté. Donc, pour pouvoir les calculer, ça veut dire que vous devez tester quasiment tous les facteurs premiers possibles. Et si vous allez tester tous les facteurs premiers, ça veut dire que vous allez prendre un temps qui est considérable. Et c'est ça qui fait la force de cet algorithme de chiffrement. Alors, comment fonctionne cet algorithme? Il est le suivant. Donc, ce qu'on fait, on génère deux nombres premiers, P et Q. Ensuite, le N, c'est le produit des deux facteurs premiers, P et Q. Ensuite, on va choisir un élément E. Alors, ce E, il est quoi? Il est compris entre 3 et phi de N. Donc là, ce n'est pas sorti, mais ça va dire ce truc-là qui est phi de N. Je vais définir ce que c'est que ce phi de N. Et bien entendu, le E, il doit être premier avec phi de N. Pourquoi? Parce que là, quand il est premier, là, vous comprenez pourquoi. C'est ce qu'on a déjà vu dans les méthodes précédentes et les exercices précédents. Donc, s'il est premier avec phi de N, donc automatiquement, il admet un inverse par rapport à phi de N. Donc, ça, c'est le principe. Alors, ensuite, on va calculer le D. Regardez, le D, c'est quoi? E fois D est égal à 1, modulo phi de N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que D est l'inverse de E, modulo phi de N. Alors, ensuite, la clé publique, c'est quoi? C'est E qui est choisi et N qui est le produit. Par contre, la clé privée ou la clé secrète, c'est quoi? C'est le D qu'on vient de calculer, qui est l'inverse de E. Donc ça vous permet d'avoir, je dirais, votre algorithme de chiffrement. Alors, bien entendu, dans ce mécanisme, quand vous choisissez, puisqu'on a choisi des noms P et Q, ils doivent rester secrets. Et de la même manière que phi de N aussi, qui va rester secrète. Donc là, tout le reste, donc avec D aussi qui est secret, le E et le N, ils vont être publics. Et là, quand tu as le E et le N, si tu ne connais pas P et Q, tu ne connais pas phi de N, automatiquement, il est difficile de trouver, de résoudre cette équation-là, parce qu'il faut retrouver le phi de N et ensuite trouver l'inverse. Et donc ça, c'est ce qui donne la force. Et donc ça vous montre que mathématiquement, il y a une relation, mais pratiquement, il est difficile de calculer. Ensuite, l'algorithme, si tu as un message M, comment le chiffrer? Il suffit de mettre M à la puissance E modulo N. Donc ça vous donne C. Maintenant, pour déchiffrer, tu prends C à la puissance D modulo N. Ça permet d'avoir le M. Et donc c'est comme ça que l'algorithme fonctionne, donc au niveau de RSA. Et donc là, vous avez tous les éléments de l'algorithme RSA. Donc la première étape ici, c'est quoi? Jusqu'à l'étape 6, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle la génération des clés. Donc, vous générez la clé publique qui est E et vous générez la clé privée qui est D. Et là, vous avez l'algorithme de chiffrement qui est M à la puissance E
modulo n. C'est pour ça qu'on a dit qu'on utilisait l'exponentiation modulaire. Donc l'exponentiation, la voilà. Modulaire, c'est quoi? C'est le modulo. Et le déchiffrement, il s'effectue de la même manière, c'est-à-dire dans le même esprit. Alors, on va donner un petit exemple, ce qui vous permettra d'appliquer l'algorithme. Donc, l'algorithme, soit vous avez la clé publique utilisant RSA, et donc vous interceptez le message C, c'est un chiffré qui est égal à 10. Alors, envoyé par un utilisateur dont la clé publique et E est égal à 5, et N égale à 35. Donc ici, on vous donne ça, ça veut dire que vous avez le chiffré, vous voulez le déchiffrer. Alors, comment le déchiffrer? Il faut obtenir la clé privée. Donc ici, c'est possible d'obtenir la clé privée. Pourquoi? Parce que N, il est petit. Donc N, vous avez la possibilité de le décomposer en facteur premier. Donc 35 est égal à quoi? En nombre premier, en produit de nombres premiers. C'est très simple. 35, c'est quoi? C'est 5 fois 7. Donc vous pouvez, je dirais, décomposer ça, ce qui vous permet par la suite de calculer phi de n. Donc là, c'est ce qu'on vous demande de calculer phi de n et de calculer la clé privée. Ensuite, de trouver le n. Donc on va passer par étapes. La première, donc la question ici, elle est particulière à cet exemple, montrer qu'on peut déchiffrer n'importe quel message sans connaître la clé privée. Donc là, on le verra par la suite, c'est une propriété un peu particulière. Et là, on vous dit donner la condition de cette particularité. Donc on va résoudre ce problème pas à pas. Premier, c'est quoi? Je vais voir que n est égal à p fois q. Effectivement, 35, c'est 5 fois 7. Donc ce qui me donne p égale à 5 et q égale à 7. Ensuite, phi de n, c'est quoi? La formule, c'est P-1 fois Q-1. Donc ça, c'est la formule à retenir. Quand vous avez phi de n, alors avec n égale à P fois Q, qui sont des nombres premiers, automatiquement, phi de n est égal à P-1 fois Q-1. Donc ici, P est égal à 5, P-1 c'est 4, Q égale à 7, Q-1 égale à 6, 4 fois 6, c'est 24. Donc j'ai trouvé le phi de n. Alors ensuite, le D, c'est quoi? C'est l'inverse de E modulo phi de n, qui est égal à 24. Donc, si vous cherchez l'inverse de 5 modulo 24, vous pouvez utiliser l'algorithme d'Euclide étendu, vous allez trouver 5. Effectivement, 5, parce que 5, c'est quoi? 5 fois 5, c'est 25. 25 modulo 24, c'est 1. Donc là, c'est ce qui donne je dirais, ce qui va vous donner si je reprends la définition tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, ici, dans l'étape 4, D, c'est quoi? Il vérifie cette équation. Donc, D vérifie cette équation, ça veut dire tout simplement que D, c'est l'inverse de E, modulo phi de n. Donc, D, c'est 5, E, c'est 5, 5 fois 5, c'est 1, 25, modulo 24, c'est 1. Et donc, automatiquement, ça permet de répondre aux besoins. Donc, vous pouvez le calculer en utilisant effectivement l'algorithme d'Euclide étendu. Donc ça, c'est l'étape première qu'on a utilisée. Ça nous permet de trouver le D. Ensuite, pour déchiffrer, c'est utiliser C à la puissance D. D, on vient de le trouver. Et donc là, vous allez calculer, faire C 10 à la puissance 5, modulo 35. Donc si vous faites ce calcul-là, vous allez trouver que le message clair, c'est 5. Alors ensuite, ici, dans cette méthode, ça veut dire que vous êtes capable de trouver le message en clair sans connaître la clé, je dirais, privée. Comment? C'est que ici, si vous tentez de prendre le chiffrement, vous allez chiffrer avec la clé 5. Donc, si vous chiffrez 2 fois, ça veut dire que vous allez chiffrer à la puissance 5, ensuite à la puissance 5. Ben, tout simplement, vous allez trouver le message en clair. Pourquoi? Parce que il s'avère que la clé publique est égale à la clé privée. Alors, quelle est la condition ici? Puisque la clé publique est égale à la clé privée,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir votre relation de tout à l'heure. C'est ce qu'on a vu dans le texte de l'algorithme. Ici, vous regardez à l'étape 4. Là, vous allez trouver que D est égal à E. Donc, vous remplacez D par sa valeur E. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir E2 qui est égal à 1. Ça veut dire c'est dans le cas de la clé privée qui est égale à la clé publique. Et donc, automatiquement, ça veut dire que quand tu parles de dire déchiffrer, ça veut dire que tu es en train de chiffrer aussi. Et donc là, ça veut dire que tu vas chiffrer 2 fois, tu obtiens le message en clair. Et donc, automatiquement, quelle est la condition qu'il faut éliminer ce cas-là? C'est qu'il faudrait avoir la négation de la relation. Et donc, il ne faudrait pas que E2 soit égal à 1. Donc, pour ne pas avoir cette clé, donc là, rappelez-vous, on a déjà utilisé ce principe quand on a utilisé l'algorithme, les algorithmes de chiffrement classique. Quand on a trouvé que tu peux chiffrer 2 fois, tu obtiens le clair. Là aussi, tu chiffres 2 fois, tu vas obtenir le clair. Ce qu'on appelle l'algorithme ou la clé involutive, c'est-à-dire la clé de chiffrement, c'est la même que la clé de déchiffrement. Il suffit de chiffrer 2 fois, tu obtiens automatiquement le clair. Donc ici, dans RSA, si tu as la clé publique qui est égale à la clé privée, automatiquement, c'est une clé qu'il faut éliminer. Pourquoi? Parce que dès qu'on a la clé, je dirais, publique, on peut chiffrer et déchiffrer à la fois. Et donc, c'est ce qui est donné par je dirais, algorithme des cas particuliers qu'il faut éliminer. C'est ce qu'on a déjà vu dans la cryptographie classique. Donc, des cas ou des clés qui ne sont pas fortes et donc qu'il faut éliminer. Alors, le problème qui va surgir un peu dans cette situation, c'est quoi? Donc, vous avez remarqué que tout le principe de chiffrement et de déchiffrement, c'est l'exponentiation modulaire. Donc, l'exponentiation modulaire, c'est quoi? Ça veut dire que vous devez faire un calcul avec des puissances. Donc, ici, par exemple, si je vous demande à calculer les puissances 10, puissance E, modulo 7. Donc, si vous essayez de le faire, donc même avec votre calculatrice, essayez de faire les puissances. Donc, mettez par exemple 10 puissance 5 ou 10 puissance 10, vous allez voir que votre calculatrice va se bloquer. Pourquoi? Parce que le calcul direct, tu ne pourras jamais l'avoir. Et donc, on a besoin de, je dirais, de mécanismes qui permet effectivement de faire les choses d'une manière progressive. Parce que pourquoi? Là, si tu essaies de faire les puissances directement, tu vas avoir ce qu'on appelle l'overflow, c'est-à-dire que tu as un registre qui va se remplir facilement et ça va déborder. Et du coup, ton processus de calcul ne pourra jamais terminer. Et donc là, c'est d'éviter toujours de faire le calcul d'une manière directe. Et donc, ce qu'on a besoin de faire, on a besoin de passer étape par étape, c'est-à-dire faire les choses d'une manière progressive. Donc, si on veut faire les choses d'une manière progressive, donc il faut avoir une méthode. Donc, c'est quoi l'idée? C'est de faire des calculs de proche en proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas essayer de faire la première puissance, donc à la limite 10 à la puissance 2. Alors, quand tu obtiens le 10 à la puissance 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut appliquer la fonction modulo. Donc, quand tu appliques la fonction modulo, qu'est-ce que tu vas remarquer? Tu vas remarquer que la valeur qui a augmenté, tu vas la réduire. Donc, elle devient petite. Ensuite, tu vas faire l'étape suivante et ainsi de suite. Et donc, de proche en proche, tu peux arriver au calcul. Et ça, vous pouvez faire le test avec votre calculatrice. Vous allez voir que vous devez progresser au fur et à mesure pour pouvoir arriver à la solution. Alors, ici, si je vous dis calculer 5 à la puissance 1063 modulo 2159.
vous allez voir qu'avec la calculatrice, si on essaie de progresser directement, on risque de se bloquer un peu à un moment donné. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de faire des calculs de proche en proche. Ça veut dire quoi? Regardez ici, je prends 5, ce qui me donne 5. Ça veut dire 5 à la puissance 1. Ensuite, 5 à la puissance 2, ce qui me donne 25. Et au fur et à mesure, je vais progresser. Regardez ici, 5 à la puissance 3, c'est quoi? C'est 5 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 1. Donc, c'est le produit des deux. Donc, l'idée, c'est quoi? Pour le calcul, je ne vais pas calculer la puissance. J'ai déjà les puissances précédentes. Donc, je calcule 5 fois 25, donc ce qui me donne 125. Et là, d'une manière, je dirais, progressive, je ferai les calculs au fur et à mesure, ce qui me permettra d'obtenir les résultats au fur et à mesure, donc pour pouvoir aboutir à mon résultat final. Donc, vous remarquez ici, au fur et à mesure, je vais obtenir ça. Ça, vous voyez que ça déborde. Et donc, il faudrait le réduire par rapport à 2159. Et automatiquement, cet algorithme-là, c'est vrai qu'il me permet d'arriver à trouver la valeur finale, sauf que ce procédé-là de calcul, il va d'étape en étape. Ça veut dire que vous allez voir que cet algorithme va consommer énormément de temps pour pouvoir arriver à la solution finale. Et donc, les chercheurs, ils étaient obligés de trouver une solution qui permet de faire les choses en un temps relativement court, c'est-à-dire toujours on cherche avec l'informatique la rentabilité et la performance. Donc, il fallait trouver une méthode, c'est pour pouvoir faire ces calculs-là en un temps qui est relativement, je dirais, court. Et ça, c'est l'objet de la section suivante qu'on appelle l'exponentiation modulaire rapide. Donc là, on essaye de faire les choses d'une manière très très rapide. Donc voici un exemple. Si je veux calculer a à la puissance 128, donc avec la méthode précédente, je faisais les choses pas à pas. Ça veut dire que je dois faire 127 produits successifs. Par contre, si je vais utiliser une manière un peu judicieuse, regardez ce que je fais. Je calcule à la puissance 2, ensuite à la puissance 4, à la puissance 8, 16, 32, 64, et hop, j'arrive à 128. Donc vous voyez que là, au lieu de faire 127 opérations, je vais faire uniquement la puissance 7 fois le produit à la puissance. Donc c'est ce que les élévations au carré. Donc à chaque fois j'ai quelque chose, parce que a à la puissance 2, ensuite a à la puissance 4 c'est quoi? C'est a à la puissance 2, le tout à la puissance 2, c'est-à-dire ce que je trouve comme résultat, je vais le mettre à la puissance 2. Et ainsi de suite, ça me permettra directement d'arriver à 128 en cette étape. Donc ça c'est correct quand j'ai une puissance qui est, à vrai dire, une puissance de 2. Donc 128, c'est quelque chose qui est une puissance de 2. Par contre, si je n'ai pas quelque chose qui est puissance de 2, ben, tout simplement, je vais ramener ça à des puissances de 2. Ça veut dire que je vais faire une décomposition. Si je prends par exemple l'exemple 96, c'est à vrai dire 64 plus 32. Et donc là, ce qui sont des puissances de 2. Et donc, A puissance 96 n'est autre que A puissance 64 fois A puissance 32. Et donc là, de la même manière, j'utilise ce procédé-là, donc ce qui me permettra d'avoir automatiquement les puissances automatiques et ça me permettra d'avoir le résultat. Donc ça, ce qui permet effectivement d'accélérer le processus de calcul et d'arriver à moins de temps, je dirais, pour atteindre le résultat final. Donc ça, c'est ce qui vous donne je dirais, la méthodologie intuitive. Alors, je m'arrête ici et donc la prochaine fois, on donnera plus de détails et comment faire les choses sur un cas pratique et voir par la suite aussi d'autres concepts liés à ce chiffrement asymétrique. C'est ça qui s'appuyait sur l'exponentiation modulaire. Et donc, on ne pouvait pas faire les calculs directement par un calcul direct.
Et donc, il fallait faire les choses de proche en proche, mais même avec ça, ça permettra c'est-à-dire que les opérations risquent de prendre plus de temps. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir recours à ce qu'on appelle un algorithme d'exponentiation modulaire rapide. Alors, l'astuce, c'est quoi? C'est, dans un premier lieu, regardez si on prend cet exemple, donc à la puissance 128 pour pouvoir le faire. L'idée, c'est quoi? C'est si on fait les choses de proche en proche, on sera obligé de faire 100 produits successifs, puisque c'est A fois A fois A fois A, etc. Donc ça, c'est l'idée de calcul. Et par contre, pour un calcul rapide, c'est quoi? C'est d'essayer de réduire le nombre d'opérations. Et donc là, vous voyez, par exemple, pour atteindre à la puissance 128, on commence par A à la puissance 2. Ensuite, ce résultat qui est calculé nous permet automatiquement de calculer à la puissance 4. Et à la puissance 4, on peut calculer à la puissance 8. Donc là, vous remarquez qu'est-ce qui est fait. C'est à chaque fois, on essaie d'élever au carré. Donc, à la puissance 2, élevé au carré, ça vous donne à la puissance 4. À la puissance 4 élevé au carré, vous allez obtenir à la puissance 8, et ainsi de suite. Et donc là, il est facile de retrouver à 128. Il suffit de faire cette opération d'élévation au carré. Et donc, ça permettra d'atteindre l'objectif final. Alors, ça, c'est l'idée de base qui se trouve derrière. Quelqu'un pourrait dire, tiens, si, ça c'est le cas idéal, parce que l'exposant, c'est une puissance de 2. Mais si ce n'est pas une puissance de 2, qu'est-ce que je dois faire? Ben, automatiquement, l'algorithme répond à ce souci. Il suffit d'avoir, par exemple, ici, un exemple, c'est à la puissance 96, qui n'est pas une puissance de 2. Sauf que l'idée, c'est quoi? C'est que quand vous avez une puissance quelconque, donc vous essayez, donc ce qu'on peut faire, on va la décomposer en puissance de 2. Donc vous avez automatiquement 96. Vous remarquez que ici, vous pouvez le décomposer en deux parties, 64 et 32, qui sont tous les deux une puissance de 2. Et par la suite, le calcul, c'est quoi? C'est à vrai dire, donc ça c'est la somme, automatiquement au niveau des puissances, ça devient un produit. Donc A 96, c'est quoi? A 64 fois A 32. Et donc vous allez faire le même principe qui vous permet d'atteindre le résultat final. Alors, on peut par exemple dire, tiens, les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, c'était des exemples avec une puissance qui est paire. Donc quelqu'un pourrait dire, tiens, si la puissance est impaire, comme c'est le cas ici. Alors, de la même manière, on peut toujours se ramener à des puissances de 2. Pourquoi? Parce que s'il est impair, ça veut dire c'est 1. Le 1, c'est quoi? C'est 2 puissance 0. C'est ça ce que ça veut dire. Donc là, vous pouvez avoir cette situation facilement. Et donc, l'idée ici, vous allez faire cette décomposition. Et donc là, vous voyez 1063, c'est quoi? C'est, à vrai dire, de la puissance 10, 2 puissance 5, 2 puissance 2, 2 puissance 1 et 2 puissance 0. C'est celui-là qui permet de retrouver le 1. Et donc là, tout ça, c'est des puissances de 2. Et donc, automatiquement, quand vous faites cette décomposition, ça vous permettra d'avoir les puissances de 2. Et donc, le calcul va s'opérer en faisant des puissances de 2. Et donc là, ce qu'on va faire, regardez par rapport à ça, selon cette décomposition, donc vous allez avoir A fois à la puissance 2, à la puissance 4, à la puissance 32 et à la puissance 1024. Et donc là, on procède toujours de la même manière à l'élévation au carré, et ce qui permettra de réduire énormément le calcul, donc pour pouvoir trouver la solution. Donc ça, c'était un détail technique concernant l'implémentation de l'algorithme RSA pour essayer d'aller rapidement. Alors, deuxième, je dirais, notion qu'on peut introduire. Donc, ce qu'on a vu, on a vu qu'il y avait des algorithmes symétriques et il y avait des algorithmes asymétriques. Donc,
Les algorithmes asymétriques, ils prennent un peu plus de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a, par exemple, on a vu à travers RSA, l'exponentiation, ensuite le modulo, etc. Donc tout ça va prendre un certain temps pour effectuer les calculs. Par contre, les algorithmes symétriques, tels qu'on les a vus, à travers AES par exemple, ou DES, etc., ils sont plus efficaces, on avait dit. Pourquoi? Parce que c'est des opérations qui sont beaucoup plus opérées sur les bits. Sauf que d'un point de vue théorique, les algorithmes asymétriques, ils sont plus puissants. On a vu mathématiquement les choses, comment elles sont fondées. Et les algorithmes symétriques, ils nous sont moins puissants, ce qui veut dire que les algorithmes asymétriques sont plus sécurisés que les algorithmes symétriques. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de tirer profit de l'un comme de l'autre. Ça veut dire quoi? C'est d'avoir un compromis entre les deux. Donc on sait que les algorithmes symétriques, leur problème, c'est quoi? C'est qu'ils sont effectivement très rapides, mais il y avait entre autres le problème de la clé secrète qui doit être partagée entre les partenaires. Donc c'est un problème qui est un peu difficile dans la pratique pour pouvoir échanger cette clé. Par contre, les algorithmes asymétriques n'ont pas ce problème puisqu'ils ont la clé publique et la clé secrète. Donc, ce qui a été développé, c'est un compromis entre les deux, c'est ce qu'on appelle la clé de session. La clé de session, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une période donnée de travail, qui peut constituer une session de travail, donc automatiquement, ce qui est fait, on va créer une clé juste pour cette session. Et donc là, automatiquement, quand vous créez une clé pour la session, ça veut dire que la prochaine session, elle ne va pas avoir la même clé, elle va avoir une autre clé. Donc même si le chiffrement symétrique n'est pas très très puissant et qu'on peut casser je dirais, les clés au bout d'un certain temps, donc là, le problème ne se pose pas parce que automatiquement, on fait les choses pendant un laps de temps très réduit et ensuite cette clé qui peut changer en permanence. Alors, comment les choses sont faites? C'est que il y a une première étape qui consiste à générer une clé de session d'une manière aléatoire. Ensuite, ce qui est fait, c'est on va chiffrer cette clé grâce à la clé publique du destinataire et on va lui envoyer. Donc, automatiquement, cette clé qui est générée par un partenaire, il va l'envoyer à son partenaire destinataire qui est chiffré par la clé publique du destinataire. Donc, automatiquement, le destinataire, il va prendre connaissance de cette clé. Comment? Il suffit de la déchiffrer avec sa clé privée. Automatiquement, il a pris connaissance de la clé. Et donc, du coup, l'expéditeur et le destinataire vont être, je dirais, ils vont partager en commun cette clé secrète. Alors, on peut utiliser à partir de cet instant-là, donc on a une clé secrète de part et d'autre, donc je peux utiliser un algorithme symétrique donc, qui va être utilisé pendant tout le long de la session. Et donc, on va gagner en efficacité. Pourquoi? Parce que avec la clé symétrique et les algorithmes symétriques, on fait, je dirais, moins d'opérations de calcul que ce qui est fait dans le truc asymétrique. Et d'ailleurs, cette technique qui est utilisée dans les navigateurs Internet. Donc, si vous prenez la navigation Internet, particulièrement le protocole HTTP, qui permet de faire la navigation sur Internet, donc il a été sécurisé grâce au protocole qu'on verra par la suite, SSL. Et lui, il utilise ce principe de clé de session. À chaque fois que vous allez naviguer, automatiquement, il y a une clé de session qui est créée entre vous et le serveur
que vous êtes en train de visiter, et automatiquement, tous les échanges qui se font entre vous et le serveur sont sécurisés. Alors, techniquement, comment on va mettre en œuvre cette clé de session? Il y a eu un protocole qui a été développé et qui porte le nom des personnes qui ont développé ce protocole. Ça s'appelle le protocole de Diffie-Hellman. Alors, comment les choses vont s'opérer? Donc, si vous avez deux utilisateurs, c'est ce qu'on avait dit, deux partenaires, donc ils veulent échanger une clé de session. Alors, automatiquement, ils vont se mettre publiquement, c'est-à-dire directement dans l'échange, c'est public, ils vont échanger deux valeurs qui sont Y et N, avec un N qui est très grand et premier, et bien entendu Y qui est inférieur à N. Alors, chacun de son côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir un nombre. Donc, on a le premier utilisateur qui va choisir XA et le deuxième utilisateur qui va utiliser XV. Bien entendu, ces deux valeurs doivent être inférieures à N-2. Ça, pourquoi? Ça, c'est pour des besoins de contraintes mathématiques qui sont utilisées derrière. Vous allez voir comment la méthode a été utilisée. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Chacun va calculer une valeur donc, qui est donnée par la formule y à la puissance x modulo n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier utilisateur, il va calculer y à la puissance xa modulo n, et le deuxième, il va calculer y à la puissance xb modulo n. Et bien entendu, ces deux valeurs vont être notées respectivement YA et YB. Donc, c'est la valeur qui est calculée par le premier utilisateur et le deuxième utilisateur respectivement. Ensuite, les deux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, le premier utilisateur, il a calculé YA, il va envoyer la valeur YA à l'utilisateur B. Et inversement, le deuxième utilisateur, il va envoyer sa valeur YB vers l'utilisateur A. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils vont faire chacun des deux? Donc, le premier utilisateur, quand il reçoit YB, qu'est-ce qu'il fait? Il va calculer YB à la puissance XA modulo n. Et le deuxième, il va faire d'une manière symétrique la valeur qu'il reçoit, YA, il va la mettre à la puissance XB modulo n. Et bien entendu, mathématiquement, vous pouvez le vérifier que ZA, qui est calculé par le premier utilisateur, et ZB, qui est calculé par le deuxième utilisateur, elles sont égales. Donc, c'est cette valeur-là qui va être utilisée comme clé de session de part et d'autre. Donc, automatiquement, les deux utilisateurs, ils ont maintenant une information en commun qui est la clé publique partagée entre les deux. Donc, ça, c'est l'algorithme qui a été mis en œuvre. C'est, si vous voulez vous rendre compte que les deux valeurs sont égales, regardez ici. YB à la puissance XA. YB, c'est quoi? C'est Y à la puissance XB. Et donc, le tout à la puissance XA. Ça, c'est quoi? Ce n'est autre que Y à la puissance, puisque l'opération d'exponentiation, elle est aussi commutative, c'est-à-dire tu fais à la puissance XA, ensuite à la puissance XB, ou bien XB, ensuite XA, c'est la même chose. Ça veut dire que ça va être Y à la puissance XB, XA. Celui-là, de la même manière, c'est quoi? C'est Y à la puissance XA, XB. Donc, vous voyez bien que les deux valeurs sont égales. Et donc, ça, c'est ce qui permet d'avoir la clé de session. Alors, voici un exemple qui vous montre l'usage de ces éléments. Donc là, c'est juste pour les besoins de calcul, on prend des valeurs qui sont relativement petites. Donc, voici N, et voici Y. Naturellement, Y est toujours inférieur à N. Je prends XA qui est 97 et XB 233. Donc, calculer cette valeur,
Alors, vous pouvez toujours vous inspirer pour calculer ces valeurs-là avec l'exponentiation modulaire qu'on vient de voir. Donc là, quand on fait ce calcul, on va trouver 40. Pour la deuxième valeur, quand on fait le calcul, on va trouver 160. Par la suite, qu'est-ce qui est fait? Donc, YA est envoyé au deuxième utilisateur et YB est envoyé au premier. Donc, le premier, qu'est-ce qu'il fait? Ben, 160, il va la mettre à la puissance XA, qui est 97. Et on va trouver 160. Par contre, le deuxième, il va prendre la valeur qu'il reçoit, c'est-à-dire 40, et il va la mettre à la puissance 233, et vous allez voir qu'effectivement, les deux valeurs sont égales. Et donc, c'est cette valeur-là qui est utilisée comme une clé de session entre les deux utilisateurs à partir de cet instant. Alors, autre notion aussi, donc on a vu cette notion de clé de session. On va voir une nouvelle notion qu'on appelle l'enveloppe digitale. Donc, cette enveloppe digitale, c'est ce qui est fait, par exemple, dans la pratique. Dès qu'on crée une clé de session, comment elle va être utilisée? Ben, tout simplement, vous avez un générateur de clés symétriques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on génère une clé d'une manière aléatoire. Donc, cette clé-là, elle va être chiffrée, donc avec ce qui permettra de chiffrer le texte en clair. Donc, c'est les deux qui veulent participer à un échange confidentiel. Donc, je génère une clé et je vais chiffrer mon texte grâce à cette clé-là. Donc, j'obtiens la clé, j'obtiens le texte chiffré. Parallèlement, je prends cette clé et qu'est-ce que je fais? Je vais la chiffrer avec la clé publique du destinataire. Et donc, je vais l'associer au texte qui est chiffré ici. Donc, à ce niveau-là, je vais envoyer ces deux quantités grâce au réseau. Donc, une fois arrivé au destinataire, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va prendre cette partie-là, il va la déchiffrer avec sa clé privée, celui du destinataire. Ce qui lui permet par la suite de prendre connaissance de cette clé qui a été générée ici. Cette clé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'utiliser pour déchiffrer ce texte, donc qui est déchiffré par cette clé de session, et il obtient la clé, je dirais, ce qu'on appelle le texte en clair. Donc ici, c'est ce qu'on appelle cette notion d'enveloppe digitale. Ça veut dire quoi? C'est un peu quelque chose qui ressemble à un moment donné, quand vous écrivez une lettre, donc automatiquement, vous la mettez dans l'enveloppe et vous fermez l'enveloppe. Donc c'est un peu ça. Là, vous prenez le texte, vous allez le chiffrer avec une clé de session, et cette clé de session elle-même, elle va être chiffrée par la clé publique du destinataire. Et donc là, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe digitale, c'est-à-dire c'est le moyen qui permet de cacher le texte grâce à cette clé qui est utilisée, qui est envoyée en même temps avec le texte. Alors, autre notion aussi qui est utilisée dans tous ces échanges confidentiels, il y a une notion aussi, toujours, ce sont des notions mathématiques qui ont été adaptées et utilisées en cryptographie, parmi lesquelles vous avez ce qu'on appelle le condensé de message ou bien ce qu'on appelle le haché du message. Le haché du message, c'est quoi? C'est vous avez un texte qui est assez long et donc vous allez réduire sa taille. Alors, comment? C'est que il y a une fonction mathématique qui est utilisée. Et donc, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le contenu du texte, et comme le texte, il est toujours en binaire, donc ce qu'elle va faire, elle va faire des opérations d'addition et de substitution de bits pour avoir une longueur qui est assez petite. Et cette notion, je dirais, elle s'appelle la fonction de hachage. Alors, cette fonction de hachage, elle a aussi des propriétés mathématiques. Ce n'est pas une fonction bijective, c'est une fonction à sens unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du texte, on obtient le haché du texte.
Mais à partir du haché du texte, je ne peux pas revenir pour retrouver le texte. C'est pour ça qu'on appelle une fonction à sens unique. Alors, naturellement, le calcul, il est assez rapide. Pourquoi? Parce que c'est basé principalement sur les bits et la manipulation des bits. Donc, on sait que la manipulation des bits, c'est des opérations qui sont très simples au niveau de la machine. Alors, j'avais dit que c'est à sens unique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir en arrière. À partir du haché, vous ne pouvez jamais trouver les messages associés. Alors, autre chose aussi, parmi ces fonctions de hachage, c'est des fonctions de hachage qui évitent la collision. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez un message, vous allez calculer son haché, vous trouvez une certaine valeur. Ben, si le message est altéré, ne serait-ce qu'avec un caractère ou autre, vous allez, si vous calculez le haché, vous allez trouver un autre haché. Et moralité, chaque message a son propre haché, c'est-à-dire qu'en général, pour ces fonctions, on évite ce qu'on appelle les collisions. Donc, on n'a pas deux messages différents qui donnent le même haché. Et ça, c'est une propriété importante qui permet de vérifier les messages. Et donc, comme je l'avais dit, une modification minime dans le message va changer complètement le condensé. Et donc ça, c'est les propriétés de cette fonction de hachage qui est utilisée dans la cryptographie et pour vérifier à un moment donné que le message il est authentique, il n'a pas été altéré. Alors, parmi les fonctions qui existent et qui sont disponibles sur Linux, vous pouvez utiliser ça, par exemple, cette commande qui est très simple. Donc, ça vous permettra d'avoir une idée sur le haché. Donc, rappelez-vous cette fonction, cette commande echo. Donc, echo, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Permet d'imprimer un message. Et donc, là, je prends, il ne fait pas beau en ce moment. Ensuite, vous avez la barre, c'est-à-dire le pipe. Et vous avez la fonction de hachage qui est disponible, qui s'appelle MD5 sum. Donc MD5, c'est quoi? C'est une fonction de hachage qui est développée, qui est connue dans la littérature. Il y a d'autres fonctions de hachage qui sont utilisées, qui sont par exemple SHA. Donc ça, c'est parmi l'ensemble des fonctions de hachage qui sont utilisées. Là, quand vous exécutez ça, ça vous permettra d'avoir un certain résultat. Si vous prenez par exemple le message, vous allez changer mot, par exemple, par le mot mauvais. Vous allez voir que vous allez obtenir encore une, je dirais, une autre valeur de haché qui est complètement différente de la première. Et au même titre aussi, si vous prenez ce message ici, par exemple, regardez ce que j'ai fait. J'ai inversé le E et le A, c'est tout. C'est-à-dire, j'ai gardé le même message et j'ai inversé juste la truc. Là aussi, quand vous faites ce calcul, vous allez obtenir un haché qui est complètement différent. Ça, ce qui confirme un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que un message, dès qu'il est altéré, automatiquement, son haché va être modifié, c'est-à-dire on n'a plus le même, je dirais, les mêmes valeurs. Et donc, il suffit d'exécuter ces trois commandes et vous allez voir que les réponses sont complètement différentes. Donc, à quoi peut servir ce haché? Justement, il peut servir dans ce qu'on appelle la signature numérique. Alors, la signature numérique, c'est quoi? C'est, on prend, je dirais, un message et ensuite, dans la pratique, on peut signer le message, sauf que le message, il est assez lent. Et donc, automatiquement, ce qui veut dire que la signature devient quelque chose qui est assez lourd à utiliser. Et donc, au lieu d'utiliser le message directement, j'utilise ce qu'on appelle le haché du message. Et donc ça, la signature, c'est quelque chose qui ressemble, ce qu'on appelle la signature numérique, c'est quelque chose qui ressemble à la signature manuscrite classique dans son esprit, mais pas dans sa méthode. Donc en général,
vous, qu'est-ce que vous faites quand vous voulez signer quelque chose? C'est que vous avez un document. Et en général, vous signez sur le document. C'est ce qui est fait en général, soit une lettre, soit un chèque, etc. Donc, vous prenez le stylo, etc., et vous signez sur le document. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous avez votre signature qui est gravée dans le document. Et donc, si on essaye d'altérer un peu le document, ça va être visible. Et donc, on saura qu'il y a eu une malversation. Alors, au niveau d'un document numérique, si on essaye de faire la même chose, ben, automatiquement, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que vous prenez un document qui est numérique et juste après, vous allez mettre votre signature. On sait que parmi les opérations au niveau informatique, vous avez le couper-coller. Ça veut dire que toi, il y a un document, il y a votre signature. Ensuite, on enlève votre signature, on peut la mettre sur un autre document. C'est comme si vous avez attesté un autre document que le premier. Et donc, l'idée au niveau des signatures numériques, c'est qu'on veut coller la signature par rapport à un document. Alors, comment coller une signature par rapport à un document? C'est tout simplement d'utiliser le haché du document. Donc, on a vu que le haché du document, il est lié au document. Et donc, l'idée qui est faite, c'est que tu prends un message, tu vas calculer son haché. Ensuite, ce haché-là, c'est lui qui va être signé. Alors, la signature, en général, comment on l'a fait? Donc, en général, on utilise la clé publique pour chiffrer. Si on veut signer, ça veut dire que montrer que c'est le propriétaire de la clé qui a fait ça, il suffit qu'il signe avec sa clé privée. Donc, comme son nom l'indique, sa clé privée, il est le seul à avoir la clé privée. Personne n'a la clé privée. Et ça, ce qui permet d'attester que c'est l'individu qui a signé. Et donc, on va signer justement le haché du message par la clé privée. Et donc, on obtient ce qu'on appelle la signature numérique ou la signature digitale. Alors, dans la signature numérique, il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui n'existe pas dans la réalité. Donc, dans la réalité, quand il y a une signature, en général, pour vérifier la signature, on vous demande votre pièce d'identité, on essaye de regarder, est-ce que la signature, elle est, je dirais, assez proche de la signature qui existe dans notre pièce d'identité. Parfois même, quand on signe, si on est dans une mauvaise position, il y a une certaine partie qui risque d'être inclinée ou autre, etc. Souvent, l'agent en face, il vous dit non, ça, c'est pas votre signature, elle est légèrement décalée, etc. Ce qui permet de créer une situation un peu complexe. Dans la signature numérique, les choses sont autrement. C'est que la signature qui est utilisée, il y a une propriété qui est intéressante, c'est que la signature, on peut la vérifier d'une manière numérique, automatique. Donc, automatiquement, on peut vérifier la signature si elle est bonne ou elle est bonne. Alors, c'est pour ça qu'il y a dans la partie gauche ici, ça c'est ce qu'on appelle la génération de la signature. Dans la partie droite, il y a ce qu'on appelle l'algorithme de vérification de la signature. Et donc, automatiquement, si je veux vérifier cette signature, donc je reçois un message qui a été signé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule son haché. Et ce haché-là, je vais le signer et je vais le comparer par rapport à la signature digitale que j'ai reçue. S'il y a égalité, ça veut dire que c'est bon. S'il n'y a pas égalité, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la signature et du message qui a été envoyé. Donc, c'est comme ça que les choses sont faites au niveau de la signature numérique. Alors, autre chose avec laquelle on peut terminer, c'est vous avez votre message, et donc automatiquement on calcule le haché. Le haché qui est signé, ça c'est ce qu'on appelle le sceau. Donc, ça veut dire que si vous prenez une enveloppe, vous mettez le message à l'intérieur, ensuite, sur l'enveloppe en général, on peut mettre un cachet sur l'enveloppe, c'est ce qui est fait dans la pratique. Donc ici, numériquement, quelque chose qui est fait comme ça, c'est de prendre le haché et de signer le haché.
Et donc ça s'appelle le saut du message. Alors, bien entendu, quand vous envoyez, je dirais, les deux quantités, c'est-à-dire le message d'une part et le saut de l'autre côté. Donc ici, le saut, qu'est-ce qui est fait? Ben, automatiquement, comme il est signé avec la clé privée, on peut le déchiffrer avec la clé publique. Donc on obtient le saut. Ce saut, c'est quoi? Ce n'est autre que le haché de ce message. Donc on calcule le haché.